Bien. Bonjour. Le conflit des existences dont nous allons parler dans cette proposition n'est pas un simple conflit de classe. Les ruptures qui se dessinent actuellement entre les différents modes de vie ne sont pas seulement des batailles entre riches et pauvres, entre dirigeants et dirigés ou entre nord et sud. À l'épreuve du changement climatique, le conflit des existences se révèle être une faille sur laquelle se disputent ceux qui sont encore capables de se dire satisfaits de la Terre et ceux qui voudraient la transformer ou l'équiper, voire la quitter. Aujourd'hui, face aux multiples tentatives pour habiter la Terre de manière durable, quelques hommes fascinés par le transhumanisme ou par la force géologique qu'ils seraient devenus en viennent à encourager sans scrupule la disparition de tout ce qui serait trop ou pas assez humain pour pouvoir s'adapter à un idéal accélérationniste. Cherchant à caractériser cette nouvelle situation, l'Anthropocène relève d'une double arrogance. Arrogance de l'histoire de la modernité, puisqu'en étendant l'idée qu'il se faisait de la nature à tout ce qui lui était étranger, l'homo occidentaliste de la Renaissance renvoya dans un environnement exploitable aussi bien les animaux, les plantes et les sols que l'ensemble des autres existences humaines. Naturellement, entre guillemets, son idée de devenir maître et possesseur de la nature allait s'étendre à celle de devenir maître et possesseur de l'ensemble des mondes, constituant à ses yeux la grande banlieue de l'Occident. Telle fut l'une des clés qui ouvrit la porte aux colonisations et aux exterminations qui ont accéléré la transformation des écosystèmes de la planète. Arrogance aussi du mot anthropocène, qui dans Anthropos oublie toutes les existences qui n'ont pour l'instant pas ou si peu participé au forçage du climat, omission qui relève d'une anthropophagie scientifique déculpabilisatrice face aux effets désastreux du mode de vie occidental. Arrogance donc de ceux qui sont devenus une force géologique par les conséquences catastrophiques de la modernité, alors que depuis des millénaires, tous les peuples revendiquent leur responsabilité face à la Terre. It's not the Anthropocene, it's the white supremacy scene or the geological color line, titre Nicolas Mirzoeff dans un article sous presse. L'Anthropocène semble être la nouvelle modalité sémantique du projet humaniste, qui visait à nier dans l'universalisme la diversité des sociétés humaines. Initié par l'homo-industrialisme, l'humanisme supposait à toutes les sociétés le même but, atteindre le confort et le style de vie de l'Europe colonisatrice. Il faisait ainsi de cette petite implantation continentale, l'Europe, le destin de toute l'humanité, justifiant la soumission ou l'extermination des autres peuples, animaux et territoires. Avec l'Anthropocène, l'homo-industrialiste techno-mondialisé continue à nier la variété des aspirations humaines, des plus prosaïques aux plus poétiques, ainsi que la diversité des possibilités d'organisation sociale politique de nos vies, en disant une nouvelle fois que l'ensemble de l'humanité serait tendu vers une même destinée, devenir une force géologique. La fascination pour la puissance et la transformation matérielle de la Terre n'a pas changé. Le rêve consiste toujours à s'émanciper du ciel. Pourtant, de plus en plus de chercheurs et d'activistes font l'apologie de la fragilité, comme Geneviève Azam, qui dans son livre « Osons rester humains » critique la fiction surpuissante de l'homme augmenté dans un monde adapté. Certains voient dans le changement climatique, dit Azam, une opportunité technique et économique, susceptible de permettre un nouvel élan. Loin d'accepter la fragilité des écosystèmes et des sociétés, ils y voient un manque à combler, une erreur de la nature, un défaut de rationalité. Les solutions préconisées vont alors dans le sens d'une volonté de maîtrise redoublée, appuyée sur l'utilisation de techniques dites vertes, certaines visant à adapter les humains et la planète en les reconfigurant. Pour nous, la solution n'est pas de reconfigurer les humains et la planète en les adaptant, mais à l'instar d'Azam et de nombreux mouvements dans le monde, de cultiver la fragilité au lieu de la vaincre et de rétablir avec la nature des liens de coopération. Le moment nous semble aussi venu de renverser la fameuse formule poétique de Hölderlin pour dire non plus que l'homme habite poétiquement la Terre, mais à l'inverse, que la Terre habite l'ensemble des êtres qui la peuplent. Et que la Terre, ou quelque chose comme l'esprit de la Terre, nous habite tous, humains et non humains, animaux, pierres ou fleurs, de manière atmosphérique, légère et fragile, mais aussi très concrète, à travers l'air qui relie l'ensemble des êtres. Le changement climatique confronte l'humanité à une force atmosphérique. Cet air qui nous relie et que jusque-là nous respirions tranquillement, sans y penser, aujourd'hui se transforme
et nous plonge dans une profonde intranquillité. « Je crois au monde comme à une pâquerette », pouvait écrire Pessoa en 1914, « parce que je le vois, mais je ne pense pas à lui parce que penser, c'est ne pas comprendre. Le monde ne s'est pas fait pour que nous pensions à lui, mais pour que nous le regardions avec un sentiment d'accord. Tel est exactement le sentiment qui se trouve menacé par le changement climatique, qui désormais nous oblige à penser l'air plutôt que de le respirer avec un sentiment d'accord. La manière dont l'homme occidental se rapporte aujourd'hui au désastre, produit par son propre rapport au monde, est désastreuse, dit le Comité invisible. Le changement climatique, il n'en parle pas à partir de son expérience sensible, tel oiseau qui ne revient plus à la même période de l'année, non. Il calcule la vitesse à laquelle disparaît la banquise, il mesure l'extermination des formes de vie non humaines, etc., etc. Mais si l'on se plaît tant à détailler le ravage dans l'environnement, c'est aussi pour voiler l'effarante ruine de nos intériorités, écrivent-ils. Chaque marée noire, chaque plaine stérile, chaque extinction d'espèces est une image de nos âmes en lambeaux, un reflet de notre absence au monde. Dans son livre « Comment la Terre s'est tue », David Abraham appelle à la magie des sens pour retrouver les relations entre l'air, la terre et les vivants. Comme lui, nous pensons que la Terre s'est tue, mais seulement pour ceux qui ne savent pas l'écouter. Certains l'entendent encore et n'arrêtent pas de nous le rappeler, alors qu'on préfère les mettre au musée ou à la rue. Ce sont les peuples, réfugiés de la misère, provoqués par leur colonisation et la société marchande, avides de saccager leurs terres pour s'approprier toujours plus de ressources. Si la terre s'est tue pour ceux qui l'exploitent sans retenue, de même l'écriture s'est tue pour un grand nombre de chercheurs des sciences dures ou dites humaines et sociales qui n'en finissent pas d'apprendre à s'adapter. Injonction de l'entreprise néolibérale dénoncée par Pignard et Stengers dans La sorcellerie capitaliste. Krishnamurti disait non sans humour que ce n'était pas forcément un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Quand l'écriture est trop adaptée au monde malade, elle se tait dans son inflation de rapports et de publications sans âme. Mais elle reparle pour nous, ou pour Abraham, qui la revendique comme une écologie des sens. Malcolm Ferrand rappelle que les îles des Caraïbes, dont les Antilles françaises, en étant entièrement dépeuplées de leur population amérindienne par la colonisation, sont devenues, dit-il, une terre sans maman. Les écrivains, à l'affût de la terre orpheline de sa mémoire, faute d'humains pour lire ses signes ancestraux, tentent de créer des constellations de mots et d'images qui nous réveillent à la conscience, en réactualisant dans la lutte et dans la joie des constellations de liens vivants avec le ciel, la mer, les vents, les montagnes et tous les existants. Ne serait-ce pas notre tâche, comme enseignants ou chercheurs, qui essayons, que ce soit en anthropologie ou en architecture, de dessiner des existences dans leur milieu vivant, de trouver les mots pour animer la Terre, plutôt que d'alimenter les débats qui n'en finissent pas, de diagnostiquer sa mort? On ne peut espérer recomposer une Terre humainement habitable sans la réinvention des finalités économiques et productives, des agencements urbains, des pratiques sociales, culturelles, artistiques et mentales, disait Félix Guattari. Dans son projet écosophique, il noue 3 écologies, environnementale, sociale et mentale, précisément pour opposer au rouleau compresseur du capitalisme mondial la multiplication de subjectivités micropolitiques fondées sur un soin bienveillant tant à l'égard de la Terre que de tous ses habitants, humains ou non humains. C'est dans une telle perspective cosmopolitique que Wanta Steve Patrick Jampijimpa, un Walpiri du désert central australien, tente de répondre à la non-transmission des savoirs et au désarroi des jeunes confrontés à l'alcool, à la drogue, au suicide et au désœuvrement, sans parler de la destruction de leurs terres, dans les communautés aborigènes de son peuple. Il a créé un festival biannuel appelé Milpiri, du nom d'un type de nuage porteur d'une colère qui se transforme en larmes régénératrices de la terre. Les dunes de sable sont les enfants des nuages. En grandissant, les dunes s'évaporent en rosée qui montent au ciel pour former de nouveaux nuages. Ce cycle de l'eau lie ainsi la terre au ciel par une logique atmosphérique, pensée en termes de sentiments humains comme la colère et la tristesse. L'eau et la terre habitent les humains et en ce sens sentent comme eux. Wanta précise que le site sacré de la pluie, Kamira,
a été polluée par l'arrivée du bétail imposé par les colons, mais si l'eau y coule encore, c'est que la terre s'ajuste à ce qu'il habite, not transforming, dit-il, but adjusting to each other. Ajuster, pour Wanta, est une opération un peu magique entre différents agents humains et non humains qui négocient un modus vivendi, y compris avec la vache importée. Milpiri, le nuage en colère qui pleure pour régénérer la terre, n'est pas une simple métaphore. Pour Wanta, c'est un dreaming, une image force, un concept à penser. Ajuster n'est pas s'adapter, au sens où la colonisation a exigé des colonisés de s'adapter de manière passive aux transformations violentes des colonisateurs qui ont détruit leur milieu d'existence. Les Walpiri du désert central ne veulent pas quitter leur communauté supposée inadaptée, telle l'Adjamanu où vivent 800 habitants dans des maisons préfabriquées, souvent surpeuplées, avec une école, un hôpital et un supermarché, le tout à quelques centaines de kilomètres de toute ville. L'existence de cette ancienne réserve à l'histoire ajustée est une ressource tant humaine, écologique qu'économique. Y sont produits des tableaux extraordinaires, vendus aux quatre coins du monde et dans les plus grands musées d'art contemporain. De telles communautés aborigènes sont aussi une source de revenus pour les très nombreux non-aborigènes qui y vivent ou y interviennent. En cette année 2015, où le gouvernement d'Australie occidentale a annoncé son projet de fermer les communautés aborigènes sous prétexte du coût que représenterait ce style de vie, une levée de boucliers à travers toute l'Australie et dans le monde a souligné que le débat était global. Le choix du mode d'existence n'est pas un luxe, mais une question de survie qui désormais nous concerne tous. Fermer les communautés, c'est-à-dire arrêter d'y financer les services minimaux auxquels ont droit tous les citoyens australiens, électricité, plomberie, école, santé, etc., pour forcer les résidents à partir en ville, ne vise pas à faire des économies. L'enjeu est de vider ces territoires de tout habitant afin d'empêcher les aborigènes de faire appel à leurs droits fonciers, à cette fameuse justice climatique, pour affirmer leur souveraineté sur leurs terres contre les extractions fossiles. Un mouvement solidaire traverse ainsi le Kimberley, dans le nord-ouest de l'Australie, contre un projet de forage de 100 000 puits pour le gaz de schiste. Sachant qu'un puits doit utiliser autant d'eau que l'ensemble du Kimberley en consomme en un an, et que l'Australie est considérée comme une zone rouge de sécheresse, on pourrait espérer que les décideurs suivent les recommandations des scientifiques qui peuvent attester de l'absurdité de telles démarches aujourd'hui. Mais encore, faudrait-il que les recherches de ces scientifiques soient appuyées et promues, non seulement par les instances officielles, mais aussi par ceux qui font métier d'appeler à la prise de conscience climatique, notamment un certain nombre d'intellectuels qui ne semblent jamais se référer à ce que les peuples autochtones peuvent avoir à dire de ces questions. La nouvelle génération des autochtones, qui revendique la spécificité de leur vision du monde, tout en faisant des études, est en train de remettre en question la manière dont la pensée occidentale est encore colonisée, jusque dans sa manière de penser le changement climatique. Ainsi, une jeune amérindienne du Canada, inscrite en doctorat d'anthropologie en Grande-Bretagne, Zoé Todd, a l'an passé engagé une discussion devenue virale sur les réseaux sociaux en critiquant le fait que Latour appelle un devenir terrien en oubliant que ce devenir terrien est déjà mis en pratique dans les lois promues par de nombreux leaders ou juristes autochtones tels John Burroughs, K.N. Miller, Tracey Lindbergh et Val Napoléon. Il y en a des tas d'autres. Certains autochtones sont mondialement connus pour leur lutte et leurs propositions. D'autres sont anonymes, mais tous utilisent des moyens qui permettent aujourd'hui de lancer des alertes à un niveau transnational. En témoigne par exemple un jeune Amérindien de 15 ans, de tradition Mixica, directeur de la jeunesse à Earth Guardians, organisation qui travaille à protéger, comme il dit, « our earth, our air, our water and our atmosphere for our generation and those to follow. I stand in front of you, representing youth generations of this earth », disait Xio Tetzcal à l'ONU en juin 2015. Frequency and severity of massive storms and floods are increasing all over the planet because of our lack of action, because of the increasing carbonate emissions, because of the way we are living. Les autochtones s'approprient toutes les plateformes de la mondialisation pour passer leur message. Cette année, la gagnante de Miss Univers est une Amérindienne, Ashley Kalingboul Burnham,
qui, lors de son élection à ce concours de beauté, a soutenu la lutte contre la violence domestique et revendiqué sa culture comme réponse aux violences et mal-être tant de son peuple, les cris, que de la terre. Elle appelle à voter en soutien à l'alliance Idle No More des autochtones canadiens qui se présentent ainsi sur leur site. Idle No More calls on all people to join in a peaceful revolution, to honor indigenous sovereignty and to protect the land and water. Le mouvement de revendication à la souveraineté, fondé sur des valeurs spirituelles ancestrales de lien avec la terre, comme condition de bien-être, mobilise tant les Amérindiens, les aborigènes que les autochtones d'autres pays, qui luttent parfois avec succès contre le développement des énergies fossiles sur leur terre, localement. C'est une responsabilité pour les sciences, nous semble-t-il, de s'engager avec la société civile à partir de la constatation de l'échec de certaines manières occidentales d'agir avec la terre. Les autochtones activistes, jeunes ou anciens comme ces grands-mères qui s'opposent au forage en Amérique du Nord, donnent la voix et trouvent de plus en plus d'alliés parmi la population locale non autochtone, ainsi qu'auprès de responsables politiques du climat qui se démarquent ainsi des contradictions de certains écologistes, comme l'a montré Naomi Klein. Bien sûr, aujourd'hui, il ne s'agit pas de revenir à une vie de chasseur-cueilleur, en tout cas pas tant que nous n'y serions contraints par un cataclysme qui détruirait tout. Les peuples autochtones, aborigènes, amérindiens et les autres nous invitent à penser ensemble, en collaboration, aussi bien d'anciennes que de nouvelles façons d'écouter et nous ajuster aux forces de la Terre. Un groupe de géologues vient de conclure dans le National Geographic que des récits aborigènes de 25 régions d'Australie, portant tous sur l'inondation des côtes qui ont séparé des îles du continent, dateraient de 7000 ans, époque géologiquement attestée d'un tel déluge. D'après les géologues, ce corpus australien attesterait de l'ancienneté de la transmission orale. Or, la transmission orale n'est pas la seule explication de ce savoir immémorial. Les aborigènes ont aussi réactualisé leur mémoire, transmise à chaque génération, en vérifiant expérimentalement les récits transmis, en interprétant, comme des scientifiques, l'état des sols, de la côte continentale et des îles, et la configuration des fonds submergés. Les traces géologiques sont pareilles à des archives. La Terre est comme un livre à déchiffrer. Il est important de souligner que les récits du déluge qu'on trouve ailleurs chez d'autres peuples, comme d'autres mythes, ne portent pas seulement des messages historiques et géologiques, mais aussi des leçons de solidarité pour les peuples qui les racontent, solidarité entre les hommes avec la terre et ses ressources comme l'eau. En témoigne l'histoire du peuple des oiseaux bergeronnettes, qui, pour empêcher les gens de pêcher les poissons de leur lac, dans le sud de l'Australie, enfoncèrent des bouts de bois pour atteindre sous le fond du lac le niveau de la mer, et avec l'aide d'un esprit de l'eau, la firent ainsi monter au point de recouvrir d'eau salée le lac d'eau douce. Ce récit met en garde sur le fait que, faute de vouloir partager ses poissons avec d'autres, le peuple des oiseaux a perdu son lac d'eau douce. Les mythes qui racontent l'effet catastrophique et cataclysmique d'une transgression ancestrale, à cause d'une loi non respectée ou par manque de solidarité, traduisent une logique présente dans beaucoup d'autres récits du monde, où les peuples autochtones se considèrent de tout temps comme responsables, par leurs actions, de l'équilibre de la Terre, non pas de manière anthropocentrée, mais comme maillon d'écosystème ou cosmosystème, où l'homme a sa part à jouer autant que tout le reste du vivant et du cosmos, l'homme et la femme. Dans les années 1980, des anciens Walpiri du désert central tentaient d'alerter les compagnies minières sur le fait que leur ancienne source d'eau douce devenait polluée et salée par contamination du réseau souterrain, du fait des forages exploratoires à la recherche d'or. Les Walpiri ont toutefois accepté ces explorations, en échange de royalties. Aujourd'hui, après 3 décennies de revenus miniers qui ont déchiré les familles et précipité la mort de bien des jeunes dans des accidents de voiture gagnés avec les royalties, certains Walpiri changent de discours. Ils refusent les nouvelles royalties proposées par les explorations qui concernent maintenant l'uranium. Dans le Pacifique, l'État insulaire indépendant de Nauru, après avoir été dévasté par l'extraction de phosphate, a converti son économie minière en acceptant de devenir un centre de détention pour les réfugiés que l'Australie refuse d'accueillir sur son continent. Cette délocalisation des camps de rétention est devenue la source première de l'économie actuelle de l'île de Nauru.
Amnesty International et les médias dénoncent la maltraitance et les viols dont souffrent les demandeurs d'asile qui y sont enfermés depuis des années. Pourtant, rien de tout cela n'empêche l'Australie de vanter ce camp de réfugiés comme un modèle d'économie sécuritaire à exporter en Europe. Une préfiguration inquiétante de la crise à venir des réfugiés climatiques, source d'un nouvel enrichissement pour le business dit humanitaire. Naomi Klein a dénoncé cette situation des camps du Pacifique en présentant son livre This Changes Everything sur capitalisme et changement climatique au Festival des idées dangereuses à Sydney le mois dernier. Elle a souligné que les idées dangereuses ne sont pas celles des penseurs et activistes invités, ou les nouvelles alliances entre autochtones et non-autochtones qu'elles documentent, mais les idées de ceux qui continuent de menacer la planète avec leurs solutions de gestion globale en quête de géo-ingénierie adaptée aux catastrophes. Face aux îles et côtes du globe terrestre qui sont en passe d'être complètement submergées et d'autres zones menacées de sécheresse, c'est une nouvelle manière de vivre qu'il faut inventer avec les populations concernées, dans une logique décolonisée qui cesse de développer le Nord blanc au prix de la destruction de la nature et des existences du Sud de couleur, comme dit Mirzaev. La nature est un objet énigmatique, disait Merleau-Ponty dans les années 50, ici même. Elle n'est pas devant nous, elle est notre sol. Mais une petite différence sépare radicalement notre temps de celui de Merleau-Ponty, une imperceptible élévation de la température ambiante qui a suffi pour qu'aujourd'hui le sable nous brûle les pieds. La question qui se pose maintenant est donc en fait assez simple. Il s'agit de savoir comment vivre sur cette terre avec quelques degrés de plus. L'enjeu s'est déplacé au cours de ce dernier demi-siècle. Il ne s'agit peut-être plus de penser la nature, l'anthropocène, ni le prochain concept que la scène intellectuelle mondiale pourrait fabriquer à dessein, mais plutôt de vivre autrement. Vivre autrement dans l'ère de la fragilité, c'est simplement tenter de vivre sans détruire ce qui nous réjouit et constitue le support vital de toutes les solidarités, c'est-à-dire tout ce qui en nous appartient à la Terre. Car face à l'élévation de la température et à l'immensité des enjeux que cela soulève, deux stratégies s'affrontent. L'une cherchant à limiter les dégâts pour préserver la possibilité des vies terrestres, humaines et non humaines, l'autre misant sur la production de diverses plateformes techniques qui permettraient à quelques-uns de vivre hors sol et hors solidarité. Le début de ces plateformes existe déjà. Elles sont constituées par l'invisible labyrinthe qui relie le sol des bureaux des dirigeants économiques et politiques, les tapis roulants des aéroports qu'ils emprunteront pour venir à la COP21, la moquette des chambres d'hôtel dans lesquelles ils dormiront et les taxis qui les ramèneront à l'aéroport. Avec un peu de recul, l'histoire des techniques du XXe siècle occidental pourrait être lue comme une gigantesque tentative d'évasion. Une tentative de quitter cette terre, humaine, trop humaine, par la très symbolique conquête spatiale, bien sûr, mais aussi par l'édification des gratte-ciels et des villes modernes, par la saturation chimique des sols de l'agriculture intensive, l'imperméabilisation des routes, l'aviation, et maintenant par la planète numérique et ses convergences avec les nano- et biotechnologies. La fabrication de tous les dispositifs qui visent à hybrider humains et artifices de manière toujours plus radicale, en accélérant le réchauffement climatique, ne consiste finalement qu'à produire des plateformes boots de plus en plus hautes et de plus en plus isolantes pour nous permettre de vivre sur un sol brûlant. Mais une fois là-haut, sur nos prothèses, la nature ne sera plus notre sol. Nous serons ailleurs et nous serons autres, et plus rien ne limitera le réchauffement climatique. Que l'on ne s'y trompe pas, rien dans cette hypothèse que les tristement célèbres GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, nourrissent déjà avec frénésie dans la Silicon Valley, ne parle du vieux projet humaniste de devenir maître et possesseur de la nature, qui, à défaut d'un accord, supposait encore une relation entre la Terre et ses jardiniers. Le rêve transhumaniste, beaucoup plus radical, ne cherche pas à maîtriser tous les mécanismes du vivant pour les utiliser à son profit, il cherche à s'en émanciper littéralement, c'est-à-dire à vivre sans la nature, non pas contre elle ni face à elle, mais à côté d'elle. Rien dans l'évolution des conditions climatiques actuelles ne nous réclame de nous éloigner davantage de la Terre, bien au contraire. Et s'il y a urgence en cette veille de négociations internationales à modifier nos manières de vivre pour limiter le réchauffement climatique, ce n'est pas pour pouvoir continuer cette folle envolée techno-industrielle vers le transhumanisme, mais pour sauver l'ensemble des possibilités de vie terrestre, seules capables de nourrir et de réjouir 8 ou 9 milliards d'hommes et de femmes. Rien n'est trop tard de ce point de vue. Bien sûr, la transformation accélérée des climats auxquels nos sociétés agricoles étaient si bien ajustées nous complique la tâche,
Mais l'urgence absolue est de convaincre les décideurs politiques que la possibilité de sociétés multiples organisées autour de la relation entre la Terre et les hommes n'est pas périmée et que c'est à leur émergence que doit maintenant participer la communauté scientifique. Nous disposons déjà de tous les savoirs, de toutes les énergies, de toutes les manières nécessaires à cette vie terrestre pour les sociétés nombreuses. Tout est là, sous nos yeux, partout dans les villes et les villages, à la surface de la Terre, les maisons, les outils, la sève du vivant. Nous sommes mondialement riches comme aucun peuple ne l'a jamais été, et les techniques que nous pouvons partager sont d'une variété et d'une efficacité inouïes. Tout est là devant nous et tout est là en nous. Nous n'avons plus besoin d'aucune innovation technologique qui soutienne des modes de vie hors sol et hors solidarité. L'enjeu commun est maintenant du côté de la transformation des imaginaires, de notre capacité à agir avec sincérité et bienveillance, et de notre ténacité pour rappeler sans relâche à l'oligarchie mondiale l'absolue nécessité de ces vies terrestres imprégnées de décence commune. Parce qu'avec les 1000 manières de s'éloigner de la Terre que nous avons déjà inventées, c'est de l'indispensable sentiment d'appartenance à une expérience commune que nous nous sommes éloignés. Alors, même si l'Anthropocène est un concept de trop, formulé par la White Supremacy Scene, tel que le décrit Mirzoeff, peut-être aura-t-il quand même la vertu, par l'ampleur du tremblement dont il se réclame, de tout changer. Tout changer pour nous faire revenir sur Terre, dans une solidarité réinventée avec les peuples autochtones, mais aussi avec toutes les victimes déjà cyniquement projetées à la rue ou au musée, dans les plans de la géo-ingénierie mondiale qui gère tranquillement le réchauffement climatique. Je vous remercie.